Je reçois Christian Godin. Christian Godin est philosophe, dans le sens où il est l'auteur d'une œuvre philosophique que cet entretien a pour but de présenter. Bonjour. Bonjour, je vous remercie pour le projet dont vous avez eu l'heureuse initiative. L'œuvre de Christian Godin comporte pas moins d'une vingtaine d'ouvrages que je voudrais répartir en trois blocs. D'abord une première œuvre qui a pour titre La Totalité, qui fait pas moins de 4500 pages en 6 volumes et un prologue. Un deuxième bloc qui est composé d'œuvres dont l'objet c'est l'étude de problèmes dans la pensée contemporaine et qui se rattachent à la totalité dans un certain sens que nous allons examiner. Il y a le triomphe de la volonté, la haine de la nature, la démoralisation, la fin de l'humanité. Et puis un troisième bloc qui comprend des œuvres que je qualifierais de grand public ou qui visent un public plus large, des dictionnaires de philosophie, lexique, la philosophie pour les nuls, la psychanalyse pour les nuls, un dictionnaire de philosophie, et nous allons donc commencer par regarder ce très grand ouvrage qui a pour titre La Totalité. Déjà le mot totalité, je dirais qu'il n'est pas immédiatement utilisé dans le langage courant. Par exemple, si je suis chez le boulanger, je ne dirais pas « donnez-moi la totalité de cette tarte », je dirais « donnez-moi tout ». Et je crois que le mot « tout » est plus utilisé dans le langage courant que le mot « totalité ». On entend très souvent nous voulons tout savoir, nous voulons toute la vérité. Homo lave plus blanc que tout. Alors, est-ce que le mot tout est une bonne approche pour comprendre ce qu'est la totalité? Pour cette notion, comme pour d'ailleurs toutes les notions, il y a en gros deux principales façons de procéder. Ou bien on prend appui sur des textes déjà publiés, les philosophes ou d'autres penseurs, ou alors la langue courante. Et effectivement, dans la langue courante, en français, on a plusieurs termes qui gravitent autour de la notion de totalité. Effectivement, le terme tout, le tout, un tout, ou bien le mot tous, donc que ce soit adjectif, adverbe, et tout cela est utilisé beaucoup plus fréquemment que le terme de la totalité. Alors, je crois qu'on doit même marier les deux méthodes, c'est-à-dire à la fois prendre appui sur la façon dont la totalité a été pensée explicitement par les philosophes, avec le problème qu'avec des philosophes étrangers, allemands, grecs, latins, il n'y a pas d'équivalent exact. Il ne peut pas y avoir d'équivalent exact de la désignation d'une langue à l'autre. Et puis alors il y a la langue courante. Avec cet équivoque extrême, c'est que le tout peut être à la fois ce qu'il y a de plus extensif, puisque par exemple, chez les Grecs, topan, c'était souvent la désignation de l'univers, la totalité de toute chose. Et puis, on utilise le terme de tout pour désigner un tout petit tout. C'est-à-dire, un atome est un tout, la plus petite portion d'espace peut être considérée comme un tout dès lors qu'il y a des bornes, des frontières. Alors, qu'est-ce qu'un tout, finalement ? Est-ce qu'un tout a un dedans, un dehors, un intérieur, un extérieur? Est-ce qu'un tout, il est ouvert? Est-ce qu'il est fermé? Sur ce sujet, Deleuze dit qu'en prenant le cerveau, on peut très bien comprendre que c'est un tout, mais du fait qu'à l'intérieur, il se renouvelle, il appelle ça une perpétuelle création qu'il appelle un tout ouvert. Oui, en fait, on n'a pas à choisir une option au dépend d'une autre, puisqu'on se rend compte que des tout, il en est de toutes sortes. Il y a des tout qui sont réels, concrets, empiriques. Bon, je donnais l'exemple de l'atome. Il y a des tout qui sont théoriques. Une théorie est un tout. Il y a des tout qui sont statiques, donc fermés.
C'est le cas par exemple d'une théorie constituée, mais il y a aussi des tout ouverts. Une société est un tout réel et ouvert. Donc le tout est à la fois empirique et idéal, il est à la fois statique et dynamique, ouvert et fermé. Et l'avantage, si on peut dire, du concept de totalité, c'est qu'il permet d'embrasser dans une unité spéculative des tout qui, considérés les uns par rapport aux autres, sont nécessairement contradictoires. La totalité, donc, votre œuvre est qualifiée d'encyclopédie. Est-ce que c'est votre éditeur qui a donné ce qualificatif, ou est-ce que vous-même, vous la désignez comme telle, dans le sens, je dirais, d'un projet hegelien? La désignation d'encyclopédie ne vient pas de l'éditeur, elle vient de mon travail même, c'est-à-dire que l'ensemble de ce travail sur l'idée de totalité est encyclopédique dans la mesure où il traverse l'ensemble de la réalité, des champs de réalité et des champs de savoir. J'ai toujours été convaincu qu'un philosophe, c'était quelqu'un qui, au départ, même sans être hegelien, prenait le savoir absolu de Hegel, enfin l'idée de savoir absolu chez Hegel, au sérieux. Et que sans cette prise de sérieux, il n'y avait pas vraiment de projet philosophique. Maintenant, je ne peux pas dire que mon projet soit de type hegelien, dans la mesure où l'encyclopédie hegelienne, elle est organisée d'une manière à la fois ontologique et logique par l'idée ou par le concept, ou ce que Hegel appelle l'esprit, c'est-à-dire une unité profonde avec une logique progressive qui passe par toute une série de négations, de dépassements, d'oppositions, etc. Ce qui, je crois, est impossible pour un concept aussi, disons même une notion aussi hétérogène, hétéroclite que celle de totalité, parce que s'il y a une unité, elle ne peut être que dans une sorte d'encyclopédie qui prend acte d'un éclatement nécessaire et de certaines lignes de fracture qui ne sont pas vraiment résorbables. Donc je pense effectivement qu'il s'agit d'une encyclopédie philosophique, mais qu'il ne s'agit pas d'une philosophie encyclopédique, ce qui est le cas effectivement de l'encyclopédie hegelienne. Voyez. Alors qu'est-ce que la totalité finalement? Est-ce que c'est un objet réel ou est-ce que c'est un objet conceptuel? Et si c'est un objet réel, donc est-ce que c'est quelque chose qui traîne dans la nature et que l'homme découvre, ou bien est-ce que c'est un objet qui surgit de sa pensée? Et pourquoi? Pour quelle raison? Quelle est la nécessité de cet objet conceptuel? Alors ce terme de la totalité qui est le titre générique donc, de cette série d'ouvrages, c'est un terme qui n'a de sens que par rapport à mon projet lui-même, dans la mesure où dans la langue courante, la totalité est toujours déterminée dans un domaine qui peut être extrêmement étroit. Si nous disons la totalité des protestants de l'Alsace, c'est quelque chose qui représente un ensemble ou un groupe dans un ensemble beaucoup plus vaste. Donc cette totalité que j'écris d'ailleurs avec une majuscule, elle ne peut pas être une réalité objective ou empirique, elle n'est pas assimilable à l'univers physique. Elle est le point d'unification, ou le point d'unité plutôt, conceptuellement compris de tous les usages et de toutes les effectivités de la totalité dans les différents domaines de réalité objective, les différents domaines de savoir. Donc ce qui me permet, par exemple, de comprendre, dans le sens d'embrasser, de prendre avec, un mode d'effectivité artistique comme une symphonie, ou bien l'idée de totalité chez un philosophe déterminé, ou bien les grandes théories totalisantes comme les théories d'unification dans le domaine scientifique. Donc c'est un terme commode qui est extrêmement abstrait,
dans la mesure où son extension est démesurée. Et bon, vous savez, la fameuse loi de Port-Royal, c'est-à-dire que plus un concept est étendu et plus sa compréhension est pauvre. Et donc, effectivement, le point commun qui peut exister entre les différents types de totalité ou les différents domaines dans lesquels la totalité fonctionne sont forcément en nombre limité. Mais en même temps, c'est ce qui permet de garder à l'esprit qu'il y a dans le projet humain, dans sa pensée, dans son travail, dans son existence même, toujours un rapport avec la totalité. Même si cette totalité, dans les cas concrets et objectifs, sont de dimensions extrêmement étroites. Est-ce que je pourrais dire que l'homme est depuis toujours aux prises avec la totalité? C'est-à-dire que dans le sens où il y aurait un combat avec ce concept. Alors de façon immédiate, je dirais qu'on pourrait penser que la totalité est quelque chose de total dans le sens de dur, un petit peu comme un massif montagneux, quelque chose de solide qui ne bouge pas. Or, dans votre œuvre, on note plusieurs choses. D'abord, des termes comme totalisation, non-totalisation, détotalisation, retotalisation. Ensuite, on voit des typologies, les usages, les hyperboles, les oppositions, et une troisième catégorie, en ce qui concerne les philosophies, il y a les philosophies de la totalité actuelle, de la totalité impossible, de la totalité refusée, potentielle. Alors, compte tenu de tout ça, et en lisant votre ouvrage, donc, est-ce que je pourrais dire que la totalité ne serait pas plutôt comme une sorte de pâte qu'on malaxe, qui se modèle, qui se triture au gré des époques dans l'histoire? Et est-ce qu'elle est de nature épocale, pour reprendre un terme heideggerien, d'où l'idée de parler, comme je l'ai proposé, d'institution et de destitution de la totalité? Alors en fait, vos deux métaphores de la montagne et de la pâte recoupent l'opposition entre le statique et le dynamique. N'oublions pas, et ça c'est une bonne façon, je crois, de montrer que la totalité est toujours le produit d'une totalisation en voie de détotalisation. N'oublions pas qu'une montagne, suivant la métaphore de Goethe, c'est une vague arrêtée, et que ce qui nous apparaît comme une forme définitive et statique est le résultat d'une métamorphose, qu'il n'y a pas de forme sans déformation, sans transformation. Et le tout qui peut nous apparaître comme définitif, voire éternel, est évidemment le résultat pris à l'instant épocal dans une très longue histoire. Donc de fait, je pense que même si un tout ou le tout peuvent nous sembler, disons, définitivement marqués, ils sont toujours nécessairement le résultat d'une totalisation. Je prends un exemple. Les Grecs appelaient par le mot tout l'univers. Mais qu'est-ce que c'était que l'univers physique pour les Grecs? Ou ce qu'ils appelaient aussi parfois le ciel. Eu égard à ce que nous connaissons dans le domaine de l'astrophysique et de la cosmologie, c'est une toute petite partie de l'univers. Même si un philosophe comme Démocrite, qui était d'ailleurs l'un des rares à avoir pressenti le caractère infini de l'univers, il ne reste pas moins que l'univers chez les Grecs, ce tout, n'est qu'un tout petit lieu, un tout petit segment de ce que nous savons de l'univers. Donc de fait, le tout, là je prends l'exemple physique, mais ça peut être, on peut prendre l'exemple d'une théorie, d'un système, d'un ensemble. C'est toujours quelque chose qui est pris dans un flux, dans un devenir de dépassement, de négation, de relève, hein, pour reprendre la belle traduction que Derrida utilise pour rendre le Aufhebung hegelien.
Donc je crois que cette dialectique totalisation, totalité, détotalisation, détotalisation, retotalisation, cette dialectique, elle est observable partout. Alors pas à tous les niveaux, disons pas de la même façon à tous les niveaux, en ce sens que les rythmes sont différents. L'histoire d'un art n'a pas la même logique que l'histoire d'un savoir scientifique. Mais cela dit, je crois que à ce niveau général de ce processus en 3 temps de totalisation, détotalisation, retotalisation, nous pouvons l'observer universellement. Alors, est-ce que votre ouvrage aurait pu s'intituler ou avoir comme sous-titre Les aventures de la totalité, dans le sens où la totalité serait un concept qui s'autodéploie dans l'histoire, et donc cette aventure de l'autodéploiement de la totalité. Oui, mais si nous utilisons le terme d'autodéploiement, nous retrouvons la logique hegelienne. Et nous retrouvons une unité qui, je le crois, pour ma part, en fait, est introuvable. C'est-à-dire que, de fait, il s'agit toujours... la seule unité, encore une fois, de la totalité, selon moi, c'est celle de mon projet encyclopédique, dans la mesure où elle est, disons, elle dérive d'une source unique, hein, qui est le travail d'un intellectuel. Maintenant, pour ce qui est de la réalité même des choses et des objets, elles ne sont pas suffisamment unifiées ni unifiables pour qu'on puisse parler d'autodéploiement. Ça supposerait en effet que les différentes civilisations, que les différentes théories, que les différentes œuvres humaines puissent être embrassées à travers un esprit unique. Et là, je crois que la chose est impossible. Donc, il y a encyclopédie dans la mesure où il y a un ramassement, un recueil. Le recueil, c'est ce que l'on trouve également dans l'idée de lire, de légérer, mais pas au sens où il y a une fermeture circulaire, parce que vous savez, encyclopédie, c'est un mot qui a été introduit en français par Rabelais, à partir du mot grec cycle, kuklos, qui veut dire le cercle. Et l'idée de cercle, c'est l'idée de fermeture, mais c'est aussi l'idée d'infini. Et de fait, il n'y a aucune encyclopédie qui soit achevée, puisque ça supposerait que le temps lui-même, qui est la dimension nécessaire non seulement du travail de l'esprit, mais de la réalité même, eh bien, ça supposerait que ce temps soit arrêté. Alors, si la totalité est comprise comme un autodéploiement, est-ce qu'elle pourrait se comprendre en 3 étapes que j'ai trouvées dans votre ouvrage? Le premier serait de l'imaginaire au symbolique, le deuxième, les pensées totalisantes, et la troisième, la totalité réalisée. Est-ce qu'on pourrait déduire de cette approche que la totalité a un sens, qu'elle a une direction, et vers où se dirige-t-elle? Oui, alors cette tripartition est probablement ce qu'il y a de plus hegelien dans mon travail. Dans la totalité de l'imaginaire au symbolique, le premier volume de l'ensemble, il s'agit d'analyser les idées de tout, de totalité, dans le langage, dans l'imaginaire et dans la façon de penser, donc à un niveau qu'on pourrait dire abstrait. Abstrait en ce sens que ce sont des moyens pour travailler, pour penser, pour construire quelque chose. Dans l'idée de pensée totalisante, ce sont des tout qui sont moins abstraits que des simples termes ou que des simples fantasmes ou des simples idées, mais en même temps, je les appelle pensée totalisante dans la mesure où ces tout, ces totalités, gardent une dimension métaphysique ou idéologique qui nécessairement leur fait mettre de côté tout un ensemble empirique, effectif, objectif. Par exemple, c'est le cas d'une mythologie. Une mythologie est une pensée totalisante et non pas une pensée, disons, d'une totalité effective,
dans la mesure où dans le langage mythologique, c'est sa rhétorique même, n'a pas pour ambition de rendre compte de la totalité d'un champ de réalité, mais s'articule autour de grands axes, de grandes questions, comme par exemple la question de l'origine de telle ou telle formation, ou au contraire la question de la disparition, de la fin de telle formation. Donc c'est la distinction qu'on peut faire entre une théorie scientifique constituée, comme la théorie de la gravitation universelle de Newton, qui est une totalité que j'appelle réalisée dans la mesure où il y a une construction qui arrive à s'achever et qui rend compte de phénomènes qui sont extraordinairement hétérogènes, comme la fameuse pomme inventée par Voltaire pour illustrer la théorie de Newton, la pomme qui tombe ou bien la marée qui monte ou qui descend chaque jour. Dans l'idée de totalité réalisée, alors quelque chose d'hegelien dans la mesure où, pour Hegel, l'effectivité, Wirklichkeit, est toujours quelque chose qui achève le processus par opposition à la réalité, Realität immédiate, qui elle est abstraite. Hegel donne souvent l'exemple de la graine de la fleur, et puis par opposition à la fleur achevée, la fleur est à la fois potentiellement dans la graine, et en même temps il faut que la graine meure, si le grain ne meurt, selon la fameuse phrase, il faut que la graine meure pour que la plante vive. Donc, quand je parle de totalité achevée, c'est dans le domaine artistique, philosophique et historique. Dans le dernier volume de la série, la totalité réalisée, l'histoire, je considère que la mondialisation, par opposition à d'autres formes de totalisation historique, est une forme d'achèvement, non seulement parce que c'est notre actualité, alors que la forme impériale et la forme totalitaire semblent des réalisations qui sont passées ou déjà passées, mais en revanche la mondialisation apparaît comme étant une totalisation historique qui, en effet, pour la première fois, unifie géographiquement la Terre, habitée, l'écumène, unifie l'humanité et en même temps fait circuler les sciences, les techniques et la puissance économique dans tous les pays et dans tous les secteurs. Je voudrais aborder maintenant cette deuxième partie de notre entretien avec une série d'ouvrages dont le triomphe de la volonté, la haine de la nature, la démoralisation, la fin de l'humanité, et voir quel est leur positionnement par rapport à cette grande œuvre sur la totalité. D'abord, je voudrais savoir concernant le pain et les miettes. Est-ce que j'aurais l'idée de dire que cet ouvrage est un ouvrage charnière entre les deux, dans le sens où il étudie les rapports entre la partie et le tout. À ce sujet, Étienne Gilson, dans les Constantes philosophiques de l'être, disait que nous sommes tous munis d'un noyau ontologique dur. Et quand il cherche à savoir ce qu'il y a dans ce noyau, eh bien, il cite la distinction entre la partie et le tout. Ceci se comprend très facilement avec un petit enfant. Par exemple, si on lui présente un morceau de tarte, il pourra dire je veux tout, et ceci sans avoir atteint l'âge de raison. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi cette distinction entre la partie et le tout se rattache à la totalité, et est-ce qu'on peut qualifier votre ouvrage Le pain et les miettes comme un ouvrage charnière? Oui, alors je ne connaissais pas cette idée de Gilson, mais effectivement, elle me paraît tout à fait pertinente. Et vous avez raison de dire effectivement que l'ouvrage, l'essai Le pain et les miettes, constitue à partir donc de cette série encyclopédique et philosophique sur la totalité une sorte de point charnière dans la mesure où c'est une analyse, une évocation philosophique et aussi psychanalytique des rapports que l'être humain d'aujourd'hui peut avoir entre un désir de totalité qui est perdu, et qu'on peut prendre d'ailleurs perdu dans les deux sens. Il est perdu au sens où il n'est plus trouvable, et puis perdu au sens où, quand il existe encore, il ne sait plus où il est.
Et donc entre ce désir de totalité et puis la réalité fragmentaire dans laquelle l'homme moderne est de plus en plus englué. Vous posiez la question sur ça, qui me semble très emblématique effectivement de cette perte de totalité, parce que s'il y a véritablement, d'un point de vue psychanalytique, une formation psychique qui ignore ou qui refoule ou qui déteste la totalité, c'est la formation perverse. Techniquement, la perversion, qui est d'ailleurs de façon très significative un terme qui a été effacé des tablettes du DSM, vous savez, la nomenclature internationale des troubles psychiques et comportementaux, on a effacé le terme même de perversion sous prétexte qu'il était stigmatisant. Aujourd'hui, on ne veut stigmatiser personne. D'ailleurs, chose tout à fait extraordinaire, on médicalise l'existence, on la pathologise, on fait en sorte que tout le monde est plus ou moins malade de quelque chose, et en même temps, on ne veut stigmatiser personne. C'est une inconséquence assez extraordinaire. Et de fait, la définition technique de la perversion, c'est l'attachement psychique au fragment, à la partie, que ce soit du corps, ou bien que ce soit attachement à une partie objectale, comme un morceau de vêtement ou un sous-vêtement, etc. Et dans l'oubli complet de ce qui peut constituer une totalité existentielle, et qu'en psychanalyse on appelle la libido. Ça, c'est quelque chose de fondamentalement juste, et on s'aperçoit que le caractère, disons, pervers est quelque chose qui est littéralement cultivé dans notre société moderne, dans la mesure où c'est ce qu'il y a de plus propre à non seulement rendre l'individu manipulable, mais à faire en sorte qu'il travaille de manière éclatée, et il consomme de manière éclatée. Je crois que c'est tout à fait en phase avec la grande mécanique techno, économique du monde d'aujourd'hui. Alors, prendre la partie pour le tout, prendre la pince pour le homard, par exemple. Bien. Est-ce que c'est pas un thème de prédilection chez Sade, par exemple, et est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous pensez de la réhabilitation actuelle de cet auteur? Oui, vous parliez tout à l'heure, dans une question précédente, de destitution de la totalité. Prenons un exemple très simple, la façon dont la nature, comme totalité, a été déchue en environnement. Lequel environnement n'a de sens par définition que par rapport à l'être humain, puisque l'environnement signifie ce qui m'entoure. Et de fait, la physis grecque, le grand tout dans lequel vivent toutes les sociétés traditionnelles et anciennes, cela a été littéralement destitué, déchu, au point qu'aujourd'hui l'homme moderne ne sait plus à quel moment de la lunaison il est, il n'a plus besoin de regarder le ciel pour vivre sur Terre, et ça c'est très nouveau dans l'histoire. Donc, de fait, on peut dire que l'une des caractéristiques majeures de notre temps, c'est que nous avons conquis la totalité des terres émergées, et en même temps, nous avons perdu le sens de ce tout qui était celui qui structurait toutes les sociétés traditionnelles. Et à la place, nous avons mis ce tout techno-économique qui gouverne nos existences, pas simplement d'ailleurs qui les gouverne du point de vue matériel, mais qui les gouverne également du point de vue, on pourrait dire, existentiel, éthique, politique. C'est-à-dire que c'est véritablement la puissance toute puissante qui aujourd'hui dirige nos existences et qui se constitue comme totalité de substitution par opposition ou par remplacement à la totalité naturelle ou cosmique qui était le point commun qui pouvait exister entre les aborigènes d'Australie et les anciens Grecs ou les anciens Chinois ou les anciens Indiens qui par ailleurs vivaient dans des sociétés si différentes. Alors dans ces œuvres, je pourrais dire que j'ai trouvé que certaines expressions me font penser à Schopenhauer. Est-ce que vous pouvez me dire
comment vous vous situez par rapport à ce philosophe? Oui, Schopenhauer est un philosophe très attachant, d'abord parce qu'il écrit très bien, ce n'est pas le cas de tous les philosophes, et puis c'est un auteur qui accorde à l'art, et particulièrement à la musique, une place considérable. Alors, je ne suis pas du tout schopenhauerien, si tant est que d'ailleurs ce terme puisse avoir un quelconque sens. Je ne crois pas qu'on puisse être platonicien, nietzschéen, hegelien, schopenhauerien, etc. Mais enfin, je ne suis pas schopenhauerien dans la mesure où bon, la métaphysique de la volonté, de la représentation, cela je ne le suis pas. Mais en revanche, il y a évidemment quelque chose dans le pessimisme schopenhauerien. On pourrait dire la même chose d'ailleurs de l'écrivain italien Leopardi, hein, qui l'a précédé un petit peu dans l'histoire. Il y a évidemment quelque chose qui est de l'ordre, disons, d'une pensée critique extrême, qui peut aller jusqu'au soupçon. C'est-à-dire une pensée qui cherche à aller au-delà de toutes les formations illusoires. Bon, cela, je crois que ceux qui ont lu Schopenhauer ne peuvent pas ne pas avoir été marqués par cet auteur, comme on pourrait dire la même chose de Nietzsche. Si je dis Dieu, quel est pour vous le philosophe qui a le discours le plus approprié sur le sujet? Saint Paul dit « Dieu est tout en tous ». Je cite la première épître aux Corinthiens, « Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. » Alors il semble que Dieu soit ce tout qui a la capacité de se dépouiller pour être en tous. Alors est-ce que, à partir de là, est-ce que pour vous, une totalité peut vouloir ne plus être tout? Et là, je voulais savoir si pour vous, la kénose est une notion philosophique qui a un sens par rapport à la totalité et quel est leur rapport entre les deux. Alors d'abord, il est entendu que ce Dieu dont il est parlé ici n'a de sens que dans le cadre d'une certaine culture, qui est la culture chrétienne, qui est la culture judéo-chrétienne. Parce qu'évidemment, cette question-là n'aurait pas de sens en Inde ou en Grèce, dans la Grèce ancienne. Maintenant, lorsqu'un philosophe utilise le terme de Dieu, on peut se poser la question de savoir s'il s'agit de l'être qui s'appelle ainsi. Dans la Bible, il y avait, je vois, ou même s'il s'agit du même Dieu que celui des théologiens médiévaux, par exemple, ou de Dieu dont parle saint Paul. C'est extrêmement douteux. Il est difficile, pour parler encore d'un auteur qu'on a évoqué à plusieurs reprises au cours de cet entretien, il est très difficile de savoir quel est le statut de Dieu chez Hegel. Est-ce que c'est encore Dieu au sens un être? Chez Hegel, on voit très bien que le Geist, l'esprit, remplace tellement ce Dieu qu'on se dit que si Hegel utilise encore le mot Dieu, c'est peut-être simplement parce que il doit donner des gages, ou bien qu'il y a une sorte d'inertie du langage, ou que malgré tout c'est un terme dont on pourrait très bien faire l'économie. Le paradoxe, c'est que quand un philosophe, ou le paradoxe, ou la ruse de la raison, c'est que quand un philosophe utilise le terme de Dieu, ce n'est plus Dieu dont il est question, ce n'est plus de lui qu'il est question. Maintenant, le fait qu'il puisse y avoir une sorte de paradoxe ontologique qui fait que dans la plus petite partie de cet être, la totalité de celui-ci s'y trouve, qui est une dimension que saint Paul rappelle dans une épître que vous avez citée, c'est quelque chose qui peut identifier ou rendre Dieu analogue à l'être. Après tout, il n'y a pas davantage d'être dans le plus petit être que dans le plus grand. On n'est pas plus ou moins être, alors même que l'on sait que l'être, les étangs se situent sur une échelle et dans une hiérarchie extrêmement diversifiée. Alors, je crois que
la théologie de la kénose est une pensée qui est au départ métaphysique et théologique, et j'en vois pas l'équivalent antérieur dans la philosophie grecque. En revanche, ce que l'on voit, c'est que cette pensée-là, comment dire, il n'y a pas de terme pour dire le projet, en fait, pas le projet, mais la volonté de se vider au profit de quelque chose qui doit être laissé à être, hein, qu'on trouve dans la Kabbale avec l'idée du tzimtzum. Hein. C'est assez frappant de voir que dans une tradition kabbalistique, l'Ensof, l'infini, ne se déploie pas, quand il crée l'univers, il ne se déploie pas par expansion comme un soleil qui rayonne autour de lui, mais il se rétracte de manière à laisser être l'univers. Alors, je crois qu'il s'agit là d'idées profondément théologiques, je ne dirais même pas d'idées religieuses, dans la mesure où une religion n'a pas besoin d'une telle force conceptuelle et d'une telle subtilité pour exister. Après tout, une religion, ça fonctionne sur des croyances de base et sur des rites collectifs. Il ne faut pas davantage pour constituer une religion. Donc là, on est dans quelque chose qui n'est ni proprement religieux, ni proprement philosophique, mais qui évidemment a alimenté la philosophie occidentale médiévale et la religion chrétienne, bien entendu. Je voudrais aborder maintenant les ouvrages qui sont à destination grand public. En quoi consiste la tâche pour un philosophe d'écrire des ouvrages de cette nature? Et par ailleurs, vous dénoncez ce que vous appelez la dérive autistique de la philosophie contemporaine. Est-ce que vous pouvez préciser de quoi il s'agit? Parce que la philosophie, elle s'est toujours faite dans les universités, d'abord dans les monastères, les universités, les académies. Et est-ce que, en quittant le terrain universitaire, est-ce que vous ne prenez pas le risque d'emboîter le pas de Bourdieu dans sa critique de la Scola, ou de ceux qui s'expriment sur les plateaux de télévision, ou dans lesquels le rire et les applaudissements constituent le tout du débat, de la dispute? Alors, il est vrai qu'il y a un malentendu majeur autour du terme de philosophie. Pour le grand public, le philosophe est un essayiste qui parle du bonheur, du plaisir et qui répond à des questions sur la politique, l'éthique, etc., sur des plateaux de télévision. Pour aucun philosophe, disons, créateur de philosophie, ou pour aucun philosophe réel, ces gens-là qu'on appelle philosophes ne sont des philosophes. Donc là, il y a un malentendu autour du terme qu'on ne trouve pas, par exemple, en mathématiques. Il n'y a pas de mathématicien médiatique qui donnerait aux mathématiques une image totalement trompeuse. Maintenant, si je parle d'une dérive autistique de la philosophie, c'est que, alors ça c'est un symptôme de détotalisation extrême, la philosophie a perdu le sens de la nature, elle a perdu le sens de l'histoire. Quel philosophe au XXe siècle a constitué une philosophie de l'histoire? La philosophie, elle a perdu le sens des sciences, elle s'est coupée très largement des sciences, elle a commencé par les sciences dures, mathématiques, physique, et puis même aujourd'hui, on s'aperçoit que beaucoup de philosophes sont coupés des sciences humaines, alors qu'il y avait un lien encore assez fort entre les sciences humaines et des philosophes comme Sartre ou comme Merleau-Ponty, par exemple. Bref, les philosophes, disons, institutionnels, académiques, universitaires, ce sont des intellectuels dont le seul objet est d'étudier des textes de philosophie. Et c'est en ce sens que je parle d'autisme. C'est-à-dire c'est le soi, le soi-même, et le soi, au lieu d'être sujet, est devenu objet. C'est-à-dire que de fait, on prend en un très mauvais sens le terme de scolastique quand on dit qu'il s'agit d'une scolastique, parce que les scolastiques ne passaient pas leur temps à interpréter Saint-Augustin. Quand on lit la Somme théologique de Thomas d'Aquin, on s'aperçoit que Saint-Augustin est l'une des bases de la réflexion, et que par ailleurs, Thomas d'Aquin développe toute une pensée originale et féconde. Là, on est dans le cadre d'une philosophie aujourd'hui qui est réduite à l'histoire de la philosophie, et de façon significative, une histoire qui n'a plus rien d'historique.
on appelle aujourd'hui un historien de la philosophie, un spécialiste de Spinoza, mais un spécialiste de Spinoza qui ne tient aucun compte d'une dimension historique, si tant est d'ailleurs que cette dimension existe, c'est quelqu'un, en effet, qui ne fait que répéter sur un mode plus ou moins, disons, variable, répéter une pensée qui réellement ne s'articule pas avec la réalité à laquelle nous avons affaire. C'est-à-dire que quand on parle de substance, de mode et d'accident chez Spinoza, ça ne peut pas constituer un ensemble d'outils conceptuels pour comprendre notre réalité, notre monde, notre histoire, etc. C'est en ce sens que j'utilise ce terme évidemment très polémique, hein, d'autisme. Alors en regardant globalement votre œuvre, je dirais que votre projet, c'est un petit peu parler de tout. Ce qui dénote par rapport aux philosophes actuels. Mais est-ce que finalement, parler de tout, est-ce que c'est pas ce que faisaient déjà au Moyen-Âge les théologiens dans ce qu'on appelait les questions codlibétiques? Celles-ci et celles-ci étaient basées sur la question. Alors, d'où ma question, ce serait, qu'en est-il de la question dans votre œuvre et dans votre philosophie? Est-ce qu'une pensée de la totalité, est-ce qu'elle laisse place à la question? Et comment? Oui, il y a une chose fondamentale qui change notre monde par rapport à celui qui nous a précédés. C'est que jusqu'à une date récente, les penseurs étaient face à un monde qu'ils considéraient comme un tableau, qu'il fallait décrire de la manière la plus fiable, la plus fidèle ou la plus précise possible. Dans ce tableau, en fait, les questions étaient déjà, on peut dire, prédestinées. Aujourd'hui, le monde dans lequel nous nous trouvons est un monde qui est en voie de destruction totale et de transformation radicale. Nous sommes sans doute la période la plus révolutionnaire de toute l'histoire humaine. Si bien que nous ne sommes pas devant une peinture qu'il faudrait décrire, mais devant une musique dont nous ne connaissons pas la suite. Si bien qu'en fait, ce sont les questions elles-mêmes qui, disons, ne peuvent pas être anticipées. Nous ne pouvons pas savoir aujourd'hui, un philosophe ne peut pas savoir quelles sont les bonnes questions qui peuvent être posées sur la réalité à laquelle nous avons affaire. Et ça, c'est une distinction fondamentale. Tout à l'heure, vous faisiez allusion aux ouvrages de vulgarisation que j'avais rédigés. Je préfère le terme de popularisation, parce que je pense qu'il y a un devoir de transmission qui doit faire échec à l'impérialisme de la communication dans lequel nous nous trouvons placés. Aujourd'hui, tout est communicant et tout est communication, c'est-à-dire quelque chose d'horizontal. Mais si cette communication tue la transmission, qui elle est verticale, qui vient du passé, des ancêtres, de la tradition, eh bien ça signifie finalement une forme de barbarie. Et c'est vrai que notre monde est menacé par la barbarie, c'est-à-dire par l'amnésie, par la perte de la culture, c'est ça le sens élémentaire de la barbarie. Et il ne peut pas y avoir de culture sans transmission. Or, le défi, c'est que le monde dans lequel nous nous trouvons est un monde qui rend la transmission de plus en plus problématique.